qui ont repris en République démocratique du Congo et la modernisation de l'agriculture au Soudan du Sud. On commence d'abord avec ces décisions de justice en France, mais qui concerne une affaire en République démocratique du Congo, les disparus du Beach. Au Congo-Brazzaville, plus exactement. Il s'agit des procédures judiciaires qui durent depuis plus de 10 ans entre Paris et Brazzaville. Ce jeudi, le général congolais Norbert Dabira a été interpellé en région parisienne. Il a été mis en examen pour crime contre l'humanité. Il était jusqu'alors considéré comme témoin assisté dans l'enquête française. Il lui est reproché des disparitions et des actes de torture présumés. Dans le volet congolais de l'enquête, il avait été acquitté en 2005. L'affaire des disparus du Beach concerne la disparition de 300 Congolais sur le port de Brazzaville en 1999. Du côté de Madagascar, à présent, la commission électorale elle a annoncé enfin les dates de l'élection présidentielle. Et ces dates, donc, le premier tour est fixé au 25 octobre prochain et le deuxième tour au 20 décembre. Ces élections sont attendues depuis plus de 4 ans. Elles vont se dérouler sans les 3 candidats majeurs, le président de la transition, Andry Rajoelina, l'ancienne première dame, Lalaou Ravalomanane, et l'ancien président Didier Ratsiraka. Leur candidature a été exclue par la Cour électorale malgache. La communauté internationale a beaucoup pesé dans cette relance du processus électoral. On écoute le conseiller électoral de l'Union africaine à propos de l'exclusion de ces 3 candidats. Nous estimons que c'est la volonté du peuple malgache. C'est une décision prise par des institutions de ces pays que nous respectons, que nous défendons. Et quiconque donc entreverrait le processus devrait faire l'objet alors des sanctions individuelles et ciblées comme l'Union africaine l'a dit dans son communiqué. Alors pour évoquer ce calendrier électoral qui a été fixé, nous sommes en ligne avec notre correspondant à Antananarive, Bilal Tarabay. Bilal, est-ce que Madagascar est en train de voir le bout du tunnel? Est-ce que ces élections marquent enfin la fin de la crise? Alors bonsoir Johan, évidemment oui, c'était le but de cette transition qui dure maintenant depuis plus de 4 ans, vous l'avez dit, arriver enfin à des élections. Là c'est fait, vous l'avez dit, premier tour de la présidentielle le vendredi 25 octobre 2013 et deuxième tour, si besoin, le vendredi 20 décembre 2013. Alors pourquoi on peut être optimiste sur la tenue de ces élections? Eh bien d'abord parce que toutes les conditions exigées par la communauté internationale sont remplies, notamment l'exclusion des 3 candidats majeurs au cœur de la crise, vous l'avez rappelé, Andry Rajoelina, président de la transition, l'ancienne première dame, Lalaou Ravalomanane, et l'ancien président Didier Ratsiraka. Et ensuite, parce que tout à l'heure, lors de la cérémonie d'annonce de ces dates, et c'est loin d'être une anecdote, le plus proche conseiller d'Andry Rajoelina était là, ça a surpris tout le monde, et ce conseiller a déclaré que le président de la transition, candidat exclu, soutenait ce calendrier électoral. Johan. Alors Bilal, est-ce que cela veut dire qu'on ne craint plus des troubles à Madagascar ? Mais en fait, tout dépend si ces 3 candidats, finalement, décident de provoquer des troubles ou pas. Mais pour le moment, depuis quelques jours à Madagascar, on a l'impression d'un moment de flottement où la rue dit qu'elle n'est pas contente mais n'agit pas, et où les 3 candidats exclus menacent d'agir mais ne le font pas. En gros, chacun des 3 camps exclus calcule son intérêt de provoquer des troubles. Alors, du côté d'Andry Rajoelina, il n'y en a pas vraiment. Au moins 6 candidats qui vont participer à la présidentielle sont ou étaient très proches de lui, et l'idéal, selon son conseiller tout à l'heure, ce serait bien 2 pro-Rajoelina au second tour. Les proches de l'ancienne première dame et de l'ancien président Ratsiraka réfléchissent encore, eux, c'est le silence radio, mais il faut rappeler que l'Union africaine a menacé, encore ce matin et encore tout à l'heure, on l'a attendu, tous ceux qui seraient tentés d'entraver les efforts vers ces élections, de sanctions, par exemple restriction de visa ou encore gel des avoirs. Alors, à moins d'avoir un soulèvement violent et finalement orchestré de la rue à Madagascar, qui est très nationaliste et qui en veut toujours à la communauté internationale d'avoir choisi à la place les candidats, eh bien, ces élections, Johan, devraient avoir lieu. Merci Bilal Tarabay, en direct, en ligne depuis Antananarive. La suite de l'actualité africaine à présent, Johan, en bref et en images.
Robert Mugabe a prêté serment. Il en est à son 6e mandat depuis 33 ans à la tête du Zimbabwe. Une cérémonie en grande pompe devant des dizaines de milliers de partisans dans un stade d'Harare. L'occasion pour lui de critiquer ses opposants qui dénoncent une élection truquée et aussi de se moquer des nations occidentales. La Grande-Bretagne en tête, le plus vieux dirigeant d'Afrique est sous le coup de sanctions européennes et américaines. Qu'importe, dans son discours, il a fixé le cap, l'Orient et plus précisément la Chine. Robert Mugabe, qui veut développer le secteur minier, compte faire des affaires avec Pékin, moins regardant selon lui sur le respect de la démocratie. Fin de citation. En République démocratique du Congo, les combats ont repris au nord de la ville de Goma. Affrontements entre forces armées et rebelles du M23 dans la localité de Kibati, à 20 km de la capitale du Nord Kivu. La population aurait fui les zones de combat. Les casques bleus affirment mettre en appui des forces régulières pour protéger les civils. C'est ce qu'affirme du moins leur porte-parole. Une brigade d'intervention de la force onusienne dotée d'un mandat offensif est en cours de déploiement. Pour l'instant, elle fait office de sentinelle vigilante selon ses propres termes. Ces dernières heures, la ville de Goma a été touchée par un obus de mortier qui a fait plusieurs blessés. La suite des grèves en Afrique du Sud, l'hiver austral est la saison des mouvements sociaux. Depuis 4 jours, les usines automobiles sont à l'arrêt. 30 000 ouvriers tiennent un piquet de grève et la puissante centrale syndicale des mineurs entend leur emboîter le pas. Un appel à cesser le travail a été lancé. Cela concerne 140 000 personnes et notamment les employés qui extraient l'or, un secteur clé pour l'économie sud-africaine. La semaine sociale s'annonce donc agitée car les salariés du bâtiment menacent également de se mettre en grève. On reste en Afrique du Sud, Johan, avec une école qui accueille des jeunes filles enceintes. Elles sont souvent rejetées par les autres établissements. Cet établissement est le seul de ce type dans le pays. Son objectif, garantir une formation et un avenir à des filles mères, parfois âgées de 13 ans. Le récit de Tatiana Mosso. Cette école publique, unique en son genre, accueille les adolescentes enceintes. Elles ont entre 13 et 20 ans et ici, elles peuvent rester en classe jusqu'à l'accouchement et même après si besoin. Naled, 18 ans, est tombée enceinte l'année dernière. Elle se sent mieux dans ce nouvel établissement spécialisé. Quand tu te lèves pour aller à l'école, c'est plus facile en sachant qu'il y a d'autres filles enceintes. Ce n'est pas comme dans une autre école où les gens te regardent et pensent que tu es différente. En 2011, 94 000 jeunes filles scolarisées sont tombées enceintes, soit près de 5% des femmes de 15-20 ans. Le gouvernement exige que les élèves enceintes restent scolarisées, mais beaucoup choisissent de partir ou sont expulsés par les écoles qui ne respectent pas la loi. Mais la solution d'un établissement séparé ne plaît pas à certains experts. Si vous intégrez des jeunes filles à l'école pendant et après la grossesse, elles peuvent continuer à dialoguer avec d'autres élèves qui ne sont pas enceintes et peuvent donc être influencées positivement. Mais une fois que vous les retirez de cet environnement, elles ont l'impression qu'elles sont différentes et qu'elles doivent être traitées différemment. L'école compte une centaine d'élèves et la plupart réussissent leurs examens, alors que des milliers d'autres jeunes sud-africaines font face à un dilemme. En amont, le gouvernement et les associations font de la prévention depuis des années, mais les résistances aux méthodes de protection sont fortes, notamment dans les quartiers défavorisés. Direction le Burundi, à présent, où un ancien chef rebelle est dans le collimateur de la justice. Agathon Rwasa avait pris le maquis en plein processus électoral. Il y a 3 ans, il était alors candidat à la présidence. La semaine dernière, il a mis fin à sa vie de clandestin. Il se voit aujourd'hui en chef de l'opposition, de quoi froisser le palais. Son premier meeting a été interdit et une plainte vient d'être déposée contre lui par des membres de la communauté congolaise Banyamulenge, réfugié au Burundi, en cause son rôle dans un massacre en 2004 qui avait fait plus de 160 morts. Agathon Rwasa rejette ces accusations au motif qu'il n'était pas sur les lieux au moment du drame. 2 groupes djihadistes à présent. On va d'abord passer au dernier hommage rendu à Philippe Verdon. Une cérémonie a eu lieu dans un village du Périgord où repose depuis un mois le corps de l'ex-otage français. Sur la plaque de sa sépulture a été inscrit Philippe Verdon, victime du terrorisme.
Il a été abattu par ses ravisseurs d'une balle dans la tête. Philippe Verdon avait été enlevé en novembre 2011 avec un autre Français, Serge Lazarevitch, à Ambori, dans le nord-est du Mali. La ministre Français de l'étranger, Hélène Conway-Mouret, a demandé aux familles des otages français toujours en captivité de faire confiance à l'État français. Et justement, deux groupes djihadistes actifs au Sahel décident d'unir leurs forces. C'est un communiqué envoyé à l'agence de presse mauritanienne ANI qui l'annonce. Le nouveau mouvement s'appelle les Mouraboutines. Il regroupe le Moujao, mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, et les combattants fidèles à Mokhtar Belmokhtar. Le Moujao avait occupé notamment la ville de Gao au nord Mali. Mokhtar Belmokhtar avait quant à lui été donné pour mort en mars dernier par l'armée tchadienne. Information démentie par AQMI dont il est issu. Merci Johan, c'était le Journal de l'Afrique. On vous retrouve dans la prochaine heure de Paris Direct. Vous serez en compagnie d'Aude Lechrist pour l'occasion que vous retrouverez donc juste après à la météo à suivre. Restez avec nous.